Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des aspects psychologiques, des aspects émotionnels qui peuvent apparaître dans un processus de PMA. Donc, c'est bien de les connaître, de pouvoir aussi les discuter avec notre département et de pouvoir les travailler aussi. Donc, à continuation, je vais vous parler de ces aspects. On va parler aussi plus concrètement du don de gamètes. Et finalement, je répondrai quelques questions qui sont très habituelles parmi nos patientes. Donc, avant de commencer, avant d'entrer en matière, je voudrais bien vous faire un petit résumé, un résumé introductif sur les différentes techniques que la clinique Eugine réalise en ce moment. En premier lieu, l'insémination artificielle. Cette technique peut se réaliser avec le sperme de son conjoint ou aussi avec le don de sperme. La deuxième technique, c'est la fécondation in vitro et elle se réalise avec les propres ovocytes de la patiente ou aussi avec le don d'ovocytes. Pareil que l'insémination artificielle, la fécondation in vitro peut se réaliser avec le sperme de son conjoint, son compagnon ou le don de sperme. Donc probablement, vous êtes une femme, vous êtes un couple qui désire avoir un enfant et vous vous êtes tourné vers nous. Vous désirez que la clinique vous accompagne dans ce processus et vous aide donc à accomplir ce désir de maternité. Nous parlons chaque jour avec des patientes qui nous transmettent, qui nous expriment ces sentiments et elles nous disent qu'elles se sentent un petit peu seules dans ce parcours. Elles ne connaissent personne dans son entourage dans la même situation et donc elles pensent que les difficultés à concevoir touchent très peu de femmes dans leur entourage, dans le monde. Donc c'est pour cela que je vous montre donc les résultats des études qui ont été réalisées, qui nous disent que 15% de la population mondiale qui cherche à avoir un bébé donc, a des difficultés à concevoir. Cette donnée, ce pourcentage nous montre que ce ne sont pas des cas isolés. Et les difficultés à concevoir atteignent un nombre important de personnes dans le monde. C'est vrai, peut-être vous ne connaissez personne dans votre entourage, tout simplement parce que normalement c'est fréquent donc, de gérer ces difficultés de manière individuelle et en privé. L'objectif de cette présentation, c'est de vous parler des aspects psychologiques. Donc vous montrer un petit peu quels sont les aspects psychologiques qui peuvent apparaître dans ce processus. Bien sûr, nous savons que les aspects émotionnels sont très différents d'une personne à une autre. Nous savons que chaque patiente vit et expérimente le traitement de manière différente, de manière très particulière. Donc, il y a des aspects qui nous différencient, comme montre la diapositive. Cependant, c'est vrai que toutes les patientes parcourent des étapes médicales qui sont pareilles, qui sont les mêmes. Donc, par exemple, les visites chez le docteur, le moment de la pension ou le transfert, les 14 jours d'attente. Donc, tous ces moments qui coïncident parmi toutes les patientes font qu'on a remarqué qu'il y a des sentiments communs et des sensations fréquentes parmi nos patientes. Justement, une de ces sensations communes, c'est l'impression de vivre dans une montagne russe d'émotions. C'est la sensation de vivre des hauts et des bas, et des sauts d'humeur et des sentiments très variables pendant tout le processus. Nous voulons vous transmettre donc l'idée que ces changements émotionnels sont normaux. Par contre, c'est bien de pouvoir les travailler pour essayer que ce ne soit pas si accusé et si marqué, donc cette variabilité émotionnelle. Notre département justement travaille pour aider les patientes qui le souhaitent à parcourir ce chemin de la manière plus naturelle, plus agréable, de façon à ce que ce parcours soit le plus positif possible pour vous. Dans notre département, nous parlons chaque jour avec des patientes qui nous expliquent leurs ressentiments, leurs sensations et leurs expériences en PMA. Et nous avons remarqué, nous avons observé qu'il y a certains domaines qui sont plus touchés que d'autres pendant un processus de PMA. Donc le premier, ça serait l'entourage, les amis et la famille.
Les patientes nous expliquent qu'elles diminuent les rencontres avec leurs amis parce qu'elles ont des difficultés pour parler de ce qu'elles ressentent en ce moment, pour parler de leurs expériences. Elles ont des problèmes pour s'exprimer librement de ce qu'elles font en ce moment-là. Donc nous savons qu'il y a encore des mythes et des tabous dans notre société par rapport à l'infertilité. Donc des fois c'est un petit peu compliqué de partager ce sujet avec l'entourage. D'autant plus avec la famille. La famille, elle attend et elle désire cet enfant, aussi comme les couples et les femmes. Donc elles sont émotionnellement impliquées dans ce projet de maternité. Les patients nous expliquent qu'elles préfèrent ne pas le partager, qu'elles préfèrent le gérer de manière individuelle pour ne pas préoccuper en excès leur famille. Le deuxième domaine auquel nos patients font référence, ce sont les activités quotidiennes. C'est vrai que quand on commence ou on réalise un processus de PMA, donc la vie quotidienne s'adapte aux exigences du traitement. Donc le calendrier médical doit s'adapter à l'emploi du temps professionnel de la patiente et du couple. Donc on se trouve aussi avec des patientes qui nous disent qu'elles ont laissé de côté quelques activités de loisirs qu'elles réalisaient avant de commencer avec ce parcours, ou encore avec leur travail pour se concentrer uniquement à ce projet. Donc nous vous conseillons plutôt de maintenir ces activités, de maintenir le travail, bien sûr si c'est compatible avec ce projet de maternité, pour avoir donc un support, un appui aussi dans d'autres projets de notre vie qui sont très pratiques lorsqu'on traverse une période plus difficile et plus compliquée dans ce parcours. Donc d'avoir le support d'autres domaines de notre vie qui puissent nous fournir un bien-être et une certaine stabilité. Donc après, il y a d'autres aspects qui peuvent aussi être touchés, comme l'esprit, les émotions et le corps, dont je vais parler plus approfondi à continuation. Donc je vais commencer par le côté cognitif. C'est possible que pendant que vous réalisez ce parcours, ou avant même de commencer avec ce parcours, vous ayez des pensées, des doutes par rapport au traitement, par rapport au processus ou par rapport au résultat final. C'est fréquent d'avoir des questions du genre est-ce que le traitement va être positif? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que la ponction sera douloureuse? Est-ce que le traitement hormonal va avoir un effet sur mon corps? Donc ce sont des questions très habituelles, surtout si c'est le premier contact que vous avez avec une clinique qui réalise des traitements de fertilité. Donc c'est normal d'avoir peur de l'inconnu. Donc c'est vrai que si vous n'arrivez pas, si vous ne réussissez pas à gérer ces inquiétudes de manière correcte, elles peuvent se traduire en forme de pensées répétitives qui nous empêchent de nous concentrer à d'autres projets de nos vies et qui font qu'on va tourner tout le temps autour de ce projet de maternité. Donc qu'est-ce que nous conseillons, qu'est-ce que le département vous conseille? En premier lieu, d'être bien renseigné. Cela veut dire, c'est important que vous alliez voir le docteur, les professionnels de la santé, voir le gynécologue, l'andrologue ou le médecin généraliste. Ce sont des personnes qui connaissent bien la matière et qui peuvent résoudre correctement vos doutes. Des fois, on cherche sur Internet des informations, on veut des informations immédiates et on cherche sur Internet. Et on a remarqué que sur Internet, il y a des informations qui sont erronées et qui sont fausses. Donc notre conseil, c'est d'aller voir le docteur et de confier aux professionnels. Aussi, on se trouve avec des patientes qui veulent connaître d'autres personnes dans leur même situation et elles cherchent aussi sur Internet leurs témoignages. Des fois, ça crée beaucoup plus d'angoisse que de tranquillité. Donc nous voulons vous transmettre que chaque cas est différent, chaque corps est très différent l'un de l'autre et chaque dossier est très variable d'une patiente à l'autre. Donc allez voir votre docteur, le spécialiste en fertilité qui connaît votre dossier, vous connaît à vous-même, donc il pourra vous informer mieux que personne.
Donc le deuxième conseil, ça serait de chercher, comme je disais avant, des objectifs, des projets dans notre vie qui puissent justement nous donner cet appui et ce support dans des moments donc plus difficiles de ce projet de maternité. Finalement, le temps de réflexion est très important et indispensable quand nous expérimentons une situation nouvelle, donc des moments inespérés. C'est important de prendre le temps pour réfléchir et surtout donc des moments qui sont aussi importants pour vous. Pendant le traitement, vous allez faire face à des situations où vous allez devoir prendre des décisions importantes. Par exemple, lorsque le docteur vous conseille de changer de technique ou lorsque vous avez fait un traitement et finalement, malheureusement, le résultat est négatif, donc vous devez décider si vous continuez ou si vous arrêtez avec ce projet. Donc nous vous conseillons de pouvoir prendre le temps pour s'écouter, pour réfléchir. Donc c'est vrai qu'avec le temps nous permet une certaine distance et recul par rapport à la situation. Donc nos décisions seront plus sages et nous serons aussi émotionnellement plus détachés de ce moment qui a été plus difficile pour nous. Au niveau émotionnel, donc comme je disais avant, c'est normal de se sentir, donc de vivre dans une montagne russe, d'expérimenter des hauts et des bas. Et aussi, donc à part cette variabilité émotionnelle, aussi c'est fréquent de se sentir un petit peu stressée, un petit peu anxieuse par tout ce projet. Donc non seulement parce que ce projet donc, entraîne des changements dans notre routine quotidienne, mais aussi parce qu'on doit faire face à des commentaires de l'entourage et à la pression sociale par rapport donc, à des questions par exemple comme quand est-ce que vous allez avoir des enfants, est-ce que vous désirez avoir des enfants, donc ça c'est normal et donc ces commentaires et ces situations nous créent aussi un petit peu d'angoisse. Finalement, donc aussi, quelques patientes nous expliquent qu'elles ont une faible estime de soi, qu'elles ont une image de soi-même un petit peu dévaluée, qu'elles veulent aussi travailler avec nous. Donc nos conseils par rapport à ce côté plutôt émotionnel, ça serait de chercher des activités de loisirs. Donc, comme je vous disais avant, ne pas les laisser de côté, mais tout au contraire de continuer avec les activités de loisirs ou chercher d'autres qui nous fournissent un bien-être émotionnel, qui nous permettent d'avoir une certaine stabilité. Et donc ça peut être des activités qui cherchent à travailler plutôt le côté spirituel de soi-même ou aussi des activités physiques. Le sport, par exemple, ça peut nous faire aussi du bien au côté moral. Nous considérons que c'est aussi important de pouvoir, pourquoi pas, partager cette expérience et les sentiments que vous avez et que vous expérimentez en ce moment avec votre entourage, avec quelqu'un dans la famille ou avec un ami. Si vous êtes en couple, vous pouvez bien sûr, c'est bien de pouvoir donc compter sur votre compagnon ou votre ami, partager avec elle ou avec lui donc ces sensations. Finalement, vous avez le même désir de maternité ou de paternité et vous partagez bien sûr ce projet aussi avec eux. Si vous êtes une femme célibataire, donc c'est bien aussi de pouvoir trouver quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un de confiance, quelqu'un que vous savez qu'elle va vous écouter, qu'elle va vous comprendre et qu'elle va aussi respecter votre décision et votre désir. Nous savons bien sûr qu'il y a des personnes qui préfèrent le gérer de manière individuelle et qui préfèrent ne pas le partager avec son entourage. Donc une autre option, pourquoi pas, c'est donc le fait d'aller voir un spécialiste, un psychologue ou un psychothérapeute, donc pour vous offrir cet espace d'écoute en dehors de votre entourage. Bien sûr, notre département reste à votre entière disposition pour les patientes qui désirent de le partager avec nous, avec quelqu'un d'externe. Comme vous savez, le corps est le reflet de l'âme et tous les aspects émotionnels et cognitifs que je viens donc de vous expliquer peuvent se traduire donc en forme de symptômes physiques.
pouvez avoir par exemple des difficultés à concevoir le sommeil, des symptômes de fatigue, tension musculaire ou nervosité. Donc on parle avec des patientes et elles nous expliquent qu'elles réalisent des techniques, des exercices qui leur aident surtout à réduire donc, ces symptômes physiques. J'ai pris note de quelques-uns et je vous les montre, mais bien sûr il y en a beaucoup. Je pense que ceux-ci ou d'autres peuvent vous aider donc, à diminuer le stress, à se relaxer face à des situations d'anxiété, à donc, relaxer aussi les muscles et améliorer donc, l'état du système nerveux. Bien sûr, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, donc c'est important que vous cherchiez, que vous essayiez et que vous trouviez donc, la discipline ou la technique qui vous convient le plus et qui s'adapte au mieux à vos nécessités. Finalement, tous ces conseils, toutes ces recommandations, ce qu'ils cherchent, c'est de trouver un équilibre émotionnel entre la situation externe que vous êtes en train de vivre et les réactions, les réponses de votre corps au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau cognitif aussi. Maintenant, j'aimerais bien vous parler plus concrètement du don de gamètes. Lorsqu'un couple ou une femme reçoit un don, c'est normal de se poser des interrogations, des questions par rapport au don ou par rapport aussi au donneur ou la donneuse. Peut-être la question la plus fréquente et plus habituelle, c'est qui est le donneur, qui est la donneuse. Donc, selon la loi espagnole de procréation médicalement assistée, le don est anonyme et volontaire. Ni la receveuse ni la donneuse vont connaître leur identité. La seule information qui va recevoir la personne qui reçoit le don, ça serait l'âge et aussi le groupe sanguin. Donc les femmes qui font le don, ce sont des femmes âgées entre 18 et 35 ans, en pleine capacité d'action et qui ont aussi une bonne santé psychophysique. Par rapport à la sélection, elle se réalise, donc c'est l'équipe de la clinique qui réalise la sélection et elle se fait en fonction des caractéristiques physiques de la personne qui reçoit ce don. Donc si vous êtes une femme blonde avec la peau claire et les yeux verts, donc notre équipe va choisir une donneuse qui s'adapte à ces mêmes caractéristiques physiques. Donc c'est normal d'avoir des questions par rapport au don ou la donneuse, le donneur, mais aussi nous nous trouvons avec des patients qui ont aussi des questions par rapport à l'enfant, au futur enfant. La question plus fréquente, donc c'est est-ce que nous devons ou est-ce que je dois lui raconter à mon enfant son histoire? Est-ce que je dois lui dire qu'il est né grâce à un don d'ovocytes ou un don de sperme? Donc nous parlons avec des patientes qui décident de leur raconter leurs origines à l'enfant. Donc parce qu'elles pensent que c'est un droit de l'enfant de connaître d'où il vient, de connaître son histoire. Et elles pensent aussi que le fait de ne pas raconter donc, ses origines et de ne pas révéler ses origines à l'enfant, c'est un secret de famille qu'elles veulent éviter. Aussi, elles ont peur que l'enfant puisse connaître cette information plus tard et accidentellement ou à travers d'une troisième personne. Donc, elles décident, par ces raisons, elles décident de révéler ses origines à l'enfant. Par contre, on a aussi des patientes qui décident, donc, qui ont pris la décision de ne pas le raconter, justement parce qu'elles craignent que l'enfant n'accepte pas donc, leur histoire et donc elles ont peur que la relation paterno-filiale se détériore depuis ce moment. Aussi, elles pensent que le fait que l'enfant ne peut pas connaître personnellement le donneur ou la donneuse, ça va lui rendre plus triste. Donc, comme vous voyez, nous avons différentes opinions, différentes décisions. Notre conseil, c'est bien sûr de prendre le temps pour réfléchir. Nous considérons que c'est une décision très personnelle et donc vous avez le temps encore, vous avez encore des années qui viennent pour réfléchir. Nous vous conseillons aussi d'être flexible. Peut-être aujourd'hui vous prenez une décision, mais après quelques années vous changez d'avis. Finalement la décision va dépendre du moment, va dépendre des inquiétudes et des questions de l'enfant et va dépendre aussi de vos sensations pendant ces moments-là.
Nous pensons que quelle que soit la décision que vous allez prendre, l'important c'est de créer, de construire un lien émotionnel avec l'enfant. On a des patientes qui nous expliquent que ce lien apparaît même avant que l'enfant est né. Il apparaît quand l'enfant est dans leur ventre. Donc nous pensons que le lien émotionnel, le lien sentimental avec le bébé, c'est le plus important de la relation entre les parents et les enfants. Nous, la clinique, toute l'équipe, nous voulons vous donner, vous offrir les outils, l'argile, et vous, les mères, les parents, donc vous êtes les personnes qui vont modeler cette argile. Nous sommes très sûrs, très convaincus que vous allez réaliser un très bon travail. Pour finir avec cette présentation, donc je voulais vous montrer cette image pour vous transmettre l'idée que nous commençons un chemin ensemble, nous commençons un parcours ensemble, vous, les femmes, les couples et nous, toute l'équipe Eugine. Donc, bien sûr, nous voulons vous aider à traverser donc, ce parcours de la manière plus naturelle, de la manière plus positive et plus tranquille possible. Maintenant, donc, j'aimerais bien prendre le temps pour répondre à quelques questions, à 2 questions concrètement, qui sont les plus fréquentes parmi les patients de notre clinique. La première, ça serait, donc, par rapport aussi aux dons de gamètes, ça serait quand et comment révéler à l'enfant leur origine. Donc, si vous avez décidé de leur raconter donc, son histoire, on vous conseille de le faire à 2 moments. Le premier, ça serait quand l'enfant est tout petit, quand il a 4-5 ans. Donc, il a commencé à comprendre les notions de base. Donc, vous pouvez lui expliquer de manière simple, avec des mots très faciles pour qu'il puisse le comprendre, son histoire. Donc, il existe des livres qui ont été édités pour aider aux parents, aux mères à révéler, donc à raconter cette histoire, l'histoire donc de l'insémination, de la fécondation et aussi du don de gamètes. Donc, vous pouvez vous appuyer sur ces livres. C'est une manière d'introduire le sujet, même si donc, on vous conseille après de pouvoir le compléter avec votre histoire personnelle. C'est à vous de construire votre histoire de couple ou de femme et lui expliquer à votre enfant donc, votre histoire personnelle et particulière. Donc c'est bien que vous puissiez leur expliquer la manière naturelle de concevoir, mais aussi le grand éventail de possibilités qu'il y a, l'insémination, la fécondation ou même l'adoption, pour que l'enfant voit et soit conscient qu'il y a différentes manières de chercher un enfant et d'avoir un enfant. La deuxième étape, ou la deuxième possibilité donc, de raconter à l'enfant cette histoire, c'est le faire quand l'enfant est âgé de 8-9 ans. Donc c'est un moment où l'enfant comprend mieux, peut comprendre mieux à un niveau intellectuel plus élevé et un niveau de raisonnement plus élevé. Donc vous pouvez lui donner plus de détails qu'il va mieux comprendre. En tout cas, on vous conseille de ne pas le faire, si c'est possible, pendant la période de l'adolescence, parce que c'est déjà une période qui est un petit peu compliquée, un petit peu difficile, donc c'est mieux de le faire avant si c'est possible. Après, donc la deuxième question, ça serait donc si l'état d'esprit ou le stress peut avoir une influence sur le résultat. Donc, il y a des patientes qui sont préoccupées parce que tout au long du parcours, elles se sentent un petit peu stressées. Donc, elles ont peur que ça puisse influencer le résultat défavorablement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe plusieurs facteurs qui peuvent donc, avoir une conséquence sur le résultat, mais quelques-uns sont encore inconnus pour la science. Donc, actuellement, nous ne savons pas si le stress a une relation avec le résultat défavorable. En tout cas, donc, comme je vous ai essayé de transmettre pendant tout au long de la présentation, c'est bien et c'est mieux de pouvoir être tranquille, être sereine pendant ce processus, parce que vous vous sentirez un petit peu, vous sentirez donc ce parcours et ce chemin plus agréable. Donc ça sera une expérience aussi positive pour vous.
Pour finir, donc, je voulais bien sûr vous remercier de votre attention et votre écoute pendant tout au long de la présentation. Je voulais vous transmettre nos meilleurs vœux et donc aussi vous dire que notre département de psychologie est entièrement à votre disposition. Tant mes collègues comme moi, nous serons enchantés de pouvoir vous aider donc à initier et à parcourir donc, ce chemin que nous réalisons ensemble.